Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct de Radio M a le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Pasquale Ferrara, ambassadeur d'Italie en Algérie. Excellence, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes le premier ambassadeur à passer sur l'invité du direct. Nous en sommes très très contents. Vous avez une actualité. C'est aussi un peu pour cela que nous faisons cette émission aujourd'hui. Il y a eu une accélération dans les relations entre Alger et Rome les dernières semaines. Nous avons eu droit à la visite de Monsieur Paolo Corsini, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui a séjourné à Alger, et nous avons eu le plaisir de le rencontrer grâce à vous. Et puis vous vous êtes rendu à Rome en compagnie de Monsieur Messahel pour la rencontre entre le gouvernement italien, notamment le ministre des Affaires étrangères italien, Monsieur Angelino Alfano, et Monsieur Abdelkader Messahel. Alors, de quoi a-t-il été question dans cette réunion, la toute dernière de la semaine dernière? Bon, en premier lieu, il s'agit, disons, d'une réunion qu'on avait préparée dans le contexte, disons, d'une relation bilatérale qui est très étroite entre les deux pays. Ça a été la première fois que les deux ministres se sont rencontrés. Dans un cadre, disons, de coopération qui prévoit plusieurs formats. Il y a le format du dialogue stratégique sur les questions politiques et de sécurité, par exemple. Il y a le sommet bilatéral et il y a le comité du suivi du sommet bilatéral. Donc, il y a plusieurs contextes. Cette fois, on a organisé, disons, cette rencontre pour aborder des sujets d'actualité, et surtout, bien entendu, la Libye, d'un côté. L'autre sujet qui est très important pour l'Italie maintenant, c'est la question de la migration, et plus en général aborder, disons, la situation des relations bilatérales au niveau politique et au niveau économique. Alors nous, en tant que journalistes vus d'Alger, la première question qui nous interpelle, c'est quand même celle des migrants, parce que c'est celle qui domine dans les médias. La situation est assez critique en Italie de ce point de vue-là, en particulier ce dernier été. Oui, en effet, si on prend les données de l'année 2016, on voit qu'ils sont arrivés en Italie l'année passée 180 000 migrants illégaux. La plupart, bien entendu, à travers de la Libye. Et ça pose un problème très important pour l'Italie, parce qu'ils sont des migrants qui, la plupart d'eux, n'ont pas l'intention de rester en Italie, et ils viennent en Italie, mais l'intention de rejoindre les familles, des réseaux, disons, des connaissances au niveau des autres pays européens, donc l'Allemagne, la France, les pays scandinaves. Mais nous avons toujours essayé de faire face à ces problèmes avec, disons, une attitude humanitaire. Donc, dans les derniers 3 ans, la marine militaire italienne a sauvé plus de 200 000 personnes dans la Méditerranée. Donc, c'est une grande opération humanitaire, une des plus grandes des dernières années. Mais ça, c'est, disons, la question humanitaire. Il y a une question politique. La question politique, c'est comment gérer un phénomène qui dépasse les possibilités d'accueil d'un pays comme l'Italie. Pour avoir une idée, justement, Monsieur Ferrara, de l'évolution de ce phénomène, alors 180 000 depuis le début de l'année 2017? Non, de l'année 2016 en total. Au total de l'année 2016. Oui. Et vous avez le sentiment que ça s'accélère d'année en année? Ça s'accélère, on peut aisément dépasser 200 000. C'est 2017. Alors la question politique, vous vous êtes d'abord retourné vers vos partenaires européens pour qu'ils partagent le fardeau. Ça c'est plutôt difficile. Il y a des pays qui refusent de recevoir leur part de migrants chez eux. Et maintenant vous vous tournez vers la rive sud. Qu'est-ce que vous attendez des partenaires de la rive sud? Qu'est-ce que vous attendez précisément d'un pays comme l'Algérie? Alors, en premier lieu, il y a vis-à-vis les partenaires européens un problème de règlement, parce qu'on a le règlement de Dublin qui dit qu'en effet, les pays qui accueillent les migrants ont la responsabilité de gérer même les demandes des réfugiés, parce que la plupart des migrants
et essayent d'être reconnus comme des réfugiés. Et c'est les pays qui accueillent les premiers, disons, les migrants, qui a la responsabilité. Nous pensons que le règlement de Dublin doit être révisé parce que les migrants qui arrivent en Italie, en effet, pensent d'arriver en Europe, pas seulement en Italie. Et donc, l'Italie est là parce que, disons, elle apporte de l'Europe dans la Méditerranée. Par qui vous êtes soutenu dans cette demande? Par la Grèce aussi, qui est une porte d'entrée? Par la Grèce, même par l'Espagne, un peu par le Portugal. Mais on piétine. Quand il s'agit de changer le règlement et tout ça, il faut l'accord de tous les pays. Et c'est un processus compliqué. Et donc, ça, c'est la question la plus importante, je crois, des relations entre les changer les le règlement de Dublin. Changer le règlement de Dublin, c'est pour nous un sujet politique très important. Mais en même temps, vous avez mentionné les pays partenaires de la Méditerranée du Sud. Bien entendu, un pays comme l'Algérie n'a rien à faire avec ce qui se passe avec la Libye, même la Tunisie. L'Algérie est un pays qui contrôle très bien ses frontières. Il y a très peu de migrants qui passent de l'Algérie en Italie, plus ou moins 1000 personnes par an. Surtout entre Annaba et la Sardaigne. Donc, ça ne pose pas un problème majeur. Bien au contraire, nous considérons que l'Algérie est un modèle, disons, de gestion des frontières dans un contexte très compliqué. Si vous regardez, disons, les voisins de l'Algérie, la Libye, mais même la région du Sahel, c'est un effort très important que l'Algérie fait pour gérer tout ça. En plus, l'Algérie est un pays tout à fait différent vis-à-vis les autres voisins parce qu'il est devenu de plus en plus un pays de destination des migrations, pas seulement de transit. Et donc, c'est quelque chose que nous avons déjà connu en Italie. Nous étions un pays d'émigration pour des décennies. Après, on est devenu un pays de transit. Et après, on est devenu un pays de destination. Cette transformation, disons, dans la migration pose aussi des problèmes au niveau social très importants. Alors justement, parce que la société n'est pas habituée à gérer tout ça. Donc, justement, je voulais vous poser la question, est-ce que l'Algérie ne peut pas être demandeuse aussi d'expertise? Vous êtes un pays qui a fait cette transition, qui est devenu un pays de destination. Nous sommes en train de connaître la même transition. Oui. Nous sommes d'accord sur cela. L'Algérie peut apprendre de ce qu'a fait l'Italie, de comment elle a changé sa législation sociale, son code du travail, la migration est un problème tellement complexe que chacun peut apprendre de l'expérience des voisins surtout. Donc, nous apprenons beaucoup de l'expérience algérienne de contrôle des frontières, de gestion des migrations internes. Et nous pouvons donner, disons, l'expertise Attendez, Excellence, vous dites, vous apprenez beaucoup d'expérience algérienne. Nous, on est en Algérie. Il y a eu des opérations de rafle pour renvoyer les Nigériens, notamment au-delà de la frontière. C'est pas un modèle qu'on peut utiliser dans l'espace Schengen en Europe. Il y a des droits humains qui sont respectés. Oui, mais je ne crois pas que l'Algérie a fait des choses sans respecter les droits fondamentaux. Enfin, nous on pense que si. Nous, observateurs algériens, on pense que si. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris que vous nous dites, on apprend sur la façon de gérer les migrants. Non, on apprend la façon de gérer, disons, avec intelligence, le contrôle des frontières. Ça, c'est important. Et maintenant, c'est un phénomène nouveau en Algérie. Le fait que l'Algérie, comme je disais auparavant, devient un pays de destination. Tandis que auparavant c'était un pays de transit, c'est un phénomène nouveau. Donc on est dans une phase d'apprentissage ici en Algérie, comme dans une phase d'apprentissage en Italie, avec le montant. On n'a jamais connu, disons, cette vague d'immigration comme on le connaît maintenant. Excellence, vous avez noté, j'imagine, vous suivez de près le débat politique algérien, une petite poussée xénophobe qui malheureusement a trouvé quelques relais chez des officiels, on ne va pas les citer, algériens. Est-ce que vous dites de votre expérience italienne, vous dites que c'est quand même un mouvement qui est inexorable, qu'on peut pas changer. Quand on a le niveau de vie d'un pays augmente, etc., on devient un pays d'accueil d'autres populations avec un revenu beaucoup plus bas, et donc il vaut mieux se préparer à être un pays d'accueil plutôt que d'essayer d'empêcher ce processus. Est-ce que vous dites, est-ce que c'est un conseil que vous pouvez donner à d'autres pays, pas seulement à l'Algérie, qui sont dans la même situation?
Bon, les migrations sont un phénomène vraiment très complexe. Donc, la migration pose un problème pas seulement économique, d'intégration économique, pose un problème aussi d'identité culturelle d'un pays. Et donc, il y a des réactions parfois qui ne sont pas des réactions acceptables, des réactions xénophobes qu'on peut comprendre parce que il s'agit justement d'un phénomène qui change un peu, disons, les points de repère d'un peuple qui n'est pas habitué à la diversité, n'est pas habitué à la différence des religions, n'est pas habitué à la différence culturelle. Et donc, c'est très délicat. Et dans cette, disons, situation un peu de zone grise, les populismes, la xénophobie joue son rôle et essaye, disons, d'exploiter, disons, cette situation, disons, un peu d'une population d'être devenue un peu plus diversifiée du point de vue, disons, des différentes composantes culturelles. Et en général, ce sont les élites qui doivent prendre sur elles de faire l'effort pédagogique, d'accepter la diversité, d'accepter l'intégration. Les Algériens sont partout dans le monde, ils sont nombreux dans certains pays, ils sont peut-être pas très nombreux en Italie, mais ils sont nombreux ailleurs en Europe. Oui. C'est donc normal d'accueillir aussi d'autres nationalités en Algérie. Oui, je crois que c'est un phénomène qui va rester avec nous pendant longtemps. Donc, je ne crois pas qu'on peut aborder la question des migrations avec des situations d'urgence et tout ça. Parfois, il est nécessaire, mais il faudrait développer réellement un plan qui n'est pas nécessairement un plan au niveau national. Il faut développer un plan à travers la collaboration internationale. Et on ne peut pas, disons, faire face au phénomène des migrations au niveau national, même au niveau bilatéral. Il nous faut un contexte multilatéral. C'est un phénomène transnational par définition. Complètement. Et donc, on doit s'engager ensemble à gérer tout ça. Gérer les migrations, c'est le grand défi, je crois, des prochaines années. C'est un défi stratégique de long terme, on l'a bien compris, mais qu'on traite souvent sous le sceau de l'urgence. Malheureusement, on est dans cette situation-là cet été. Alors, une des préoccupations pour l'Italie aujourd'hui, c'est de vite régler le problème libyen pour fermer la porte d'accès, parce que on est en face d'un État failli qui ouvre la porte, justement. Le gros des migrants viennent de Libye. Est-ce que vous avez avancé, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avancée du processus de Skhirat, l'accord multilatéral libyen qui a eu du mal à se mettre en place autour du gouvernement Sarraj? Oui, on est engagé avec d'autres partenaires et notamment l'Algérie pour essayer de travailler comme des facilitateurs. Parce que la solution doit être trouvée au niveau de la Libye. On ne peut pas imposer des solutions de l'extérieur. Donc ça signifie être à l'écoute des différentes composantes de la société libyenne. Ça signifie encourager la solution politique. Il n'y a pas de solution militaire en Libye. Ça doit être clair. Il y a une solution politique, une solution consensuelle. Et on doit travailler ensemble pour faciliter tout ça. Monsieur Ferrara, c'est un langage de diplomate, cela, mais de côté est, c'est quand même autour du maréchal. Il a récupéré une partie de la Cyrénaïque, il a récupéré les ports pétroliers avec une solution militaire. On peut vous dire cela. Oui, mais la solution militaire ne marche pas quand elle doit se transformer au niveau politique. Pour avoir, disons, un État qui puisse s'établir dans un contexte de stabilité à moyen et long terme, il n'y a pas de solution militaire. Vous avez besoin d'un consensus national. Vous avez besoin d'être inclusif. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut travailler. Alors, inclusif, solution nationale, le gouvernement Sarraj est sur le point de jeter l'éponge. J'ai lu un entretien de M. Sarraj il y a 3-4 jours qui dit qu'il faut faire des élections anticipées, repasser par les urnes. Vous pensez, vous, en Italie, que c'est une solution? La question est que tout le monde soit sur la même page. Donc, on ne peut pas lancer des élections dans un contexte, par exemple, sécuritaire de précarité, parce que ça a à faire avec la légitimité même des élections. Donc, on doit mettre en place tout le contexte
pour qu'il y a une possibilité pour le peuple libyen de se prononcer directement. Mais dans le contexte actuel, je crois, personnellement, à mon avis, c'est un peu difficile de mettre en place un processus comme ça s'il n'y a pas, disons, les conditions minimales de sécurité. De l'autre côté, il est aussi vrai que si on met en place un processus politique, ça va découler même de façon positive sur la sécurité. Donc, les deux choses sont liées. En ce moment, l'Italie maintient une relation économique et de coopération avec la Libye? Oui, il y a eu par exemple, en premier lieu, la production pétrolière a augmenté vis-à-vis, disons, au début de la crise libyenne. Eni, bien entendu, et avec d'autres compagnies étrangères bien installées, même aujourd'hui en Libye. Mais on est en train de penser à l'avenir de la Libye, parce que si on s'arrête à la situation actuelle, donc il y a très peu de possibilités de coopération économique pour la raison que je disais avant, c'est-à-dire la sécurité est importante. On a fait une conférence en Sicile il y a 2 semaines, justement pour voir quelles sont les perspectives de développement économique de la Libye une fois, disons, que la stabilité a été mise en place dans les pays. Il y avait beaucoup d'entreprises italiennes présentes, il y avait des interlocuteurs libyens, donc on commence à penser, disons, au futur de la Libye. Et ça, c'est la question qui peut même avoir des conséquences positives sur pour pousser les parties à trouver un règlement. Vous voyez, si la Libye devient un pays stable, il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a aucune raison pour laquelle la Libye ne doit être pas un partenaire des pays européens comme d'autres pays de la Méditerranée. Votre collègue à l'ambassade d'Italie à Tripoli est en place? Oui, on a pris cette décision avec un peu de courage, je dirais, de réouvrir l'ambassade d'Italie au début de l'année passée. Donc l'ambassadeur Perrone est en place. L'ambassade fonctionne dans les conditions bien entendu que de la sécurité locale, par exemple, les affaires consulaires ne marchent pas encore, mais tout ce qui est l'activité politique et même l'activité économique de l'ambassade, ça est là. Et nous avons décidé de rouvrir l'ambassade à Tripoli comme un acte de confiance vers le peuple libyen. C'est pas, disons, prendre position pour une partie contre l'autre. C'est un acte de confiance sur le futur, pour le futur de la Libye. Vous comprenez que l'Algérie maintienne son ambassade fermée? L'Algérie, vous attendez quelque chose de l'Algérie dans le processus libyen et l'ambassade est toujours fermée à Tripoli. Oui, mais chaque pays fait ses relations. Donc, nous avons pensé que pour nous, c'était important de remarquer une présence sur place. Pour plusieurs raisons, même raisons historiques. On était toujours à côté de la Libye et donc on a des responsabilités. Et donc, on a pris cette décision. Et bon, on encourage les autres pays mais à faire la même chose, les cas échéants, et si les conditions sont là. Sont là. On va revenir au bilatérisme Algérie-Italie. L'Italie a été premier partenaire économique de l'Algérie commercial en 2016. C'est une très belle performance. Quand on sait que vos challengers sont la France, la Chine, c'est pas de petits challengers. Sur quoi repose le dynamisme de cette relation, Monsieur Ferrara? Au niveau commercial. Au niveau commercial. En premier lieu, je dois dire que il s'agit d'un montant qui dépasse les 9 milliards. Et donc, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, l'enveloppe, disons, de l'échange est très équilibrée. Donc, on importe de l'Algérie 4,7 et on exporte 4,2, quelque chose comme ça. Bien entendu, on importe beaucoup de gaz, surtout. Mais plus ou moins, la relation est équilibrée. Mais je ne crois pas qu'il faut se contenter de ça, parce que la relation commerciale est une chose. Et au-delà de la relation commerciale, il y a la question des partenariats industriels. On va arriver dans une seconde partenariat industriel, si vous permettez, Excellence. Mais moi, je voulais déjà savoir si vous êtes inquiet par les mesures de restriction quantitative que le gouvernement algérien est en train de prendre à cause du contre-choc pétrolier qui a duré plus longtemps que ce que pensait le gouvernement algérien.
il y a de nouvelles listes qui sont apparues, des bans de produits qu'on ne peut plus importer. J'ai regardé un petit peu ces listes. Il y a beaucoup de produits qui sont habituellement fournis par des entreprises italiennes dans l'agroalimentaire, dans la petite industrie, dans le. Est-ce que ça vous inquiète? Et puis surtout, est-ce que vous interpellez le gouvernement algérien? Parce qu'il est engagé avec l'Union européenne dans un accord d'association et en principe, il ne peut pas faire ce qu'il veut tout seul. Écoutez, il y a un dialogue avec le gouvernement algérien dans tous les domaines, y compris le domaine de commerce. On comprend, disons, les raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé cette suspension, disons, d'une série de produits d'importation. L'Algérie a besoin de diversifier son économie et a besoin de créer, disons, des capacités de création d'entreprises au niveau local. Et en même temps, ça n'est pas un secret qu'il y a beaucoup d'entreprises italiennes qui sont affectées par cette mesure. Dans les prochaines semaines, je crois qu'on va entamer une conversation avec le gouvernement algérien pour voir s'il s'agit d'une suspension, s'il s'agit de licence d'importation, comment, disons, procéder, disons, dans la direction des relations commerciales entre les deux pays. C'est vrai, d'autre côté, qu'il y a, les deux choses sont liées, il y a aussi des entreprises italiennes, surtout des petites et moyennes entreprises, qui voudraient s'installer ici en Algérie. On va l'aborder parce que ça, c'est un volet très important, mais je voulais la chose la plus importante, je crois, c'est le dialogue. Il faut, disons, entamer une conversation sur les mesures commerciales et l'autre, même avec l'Union européenne, bien entendu, parce qu'il y a un accord d'association avec l'Union européenne. Et de l'autre côté, il y a la question des mesures de transition. Donc, on peut décider, bien sûr, la suspension de certaines importations, mais quand même très important de prendre en considération la possibilité des transitions. Parce que il y a des entreprises, pas seulement italiennes, des entreprises européennes, qui ont des engagements à long terme avec même des importateurs ici en Algérie. Donc, comment on va gérer la transition? Alors, je vais vous poser une question pour préciser ce que vous êtes en train de dire, qu'on comprenne très bien. Il y a un expert algérien du commerce extérieur qui s'appelle Mouloud Haddir, qui a publié chez nous à Maghreb Émergent hier une tribune où il explique que l'article 17 de l'accord d'association avec l'Union européenne permet de faire des suspensions sur certaines lignes de produits, mais à condition de donner un calendrier aux partenaires, de dire ça durera 2 ans, 3 ans, de montrer combien ça permet d'économiser, combien ça permet de rétablir le déficit commercial et de montrer de manière définitive quel est le programme de ces suspensions, pas non en faire 1 tous les 6 mois des suspensions. Donc vous, c'est cette visibilité en fait qui manque aux entreprises italiennes. Elles n'ont pas de visibilité sur l'agenda, sur combien de temps ça va durer. Oui, ça c'est quelque chose de très important parce que l'accord d'association dit que on comprend les exigences d'un pays comme l'Algérie. Tous les pays ont des difficultés, même les pays européens. Donc c'est pas disons une nouveauté. Donc on comprend très bien. Mais il y a un accord d'association qui dit qu'il faut entamer une conversation. S'il y a des questions, on va l'aborder ensemble. On va trouver des solutions. On va trouver, disons, les mécanismes de transition et ça c'est très important parce que la suspension telle qu'elle est maintenant elle pose beaucoup de questions aux entreprises italiennes. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? C'est même une situation de confiance. Donc c'est la confiance entre nous sommes des facilitateurs bien entendu. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'ambassade qui va à produire des affaires, disons, mais nous sommes des facilitateurs et essayons d'expliquer, de mettre en contact, disons, les partenaires. Alors, ça tombe très bien. De donner le cadre réglementaire. Ça tombe très bien. Excellence, vous avez, en tant que facilitateur, participé hier à la mise en place du premier noyau d'une petite chambre de commerce algéro-italienne avec le patronat. Un club d'affaires. Un club d'affaires avec le patronat algérien. La question, elle tourne un peu autour des investissements, vous allez en parler. On a toujours eu le sentiment que les entreprises italiennes étaient peut-être moins agressives en termes d'investissement direct en Algérie. Est-ce que je me trompe? Les Français disent toujours, on n'est peut-être pas les premiers dans le commerce, mais on est les premiers dans l'investissement en Algérie. Ils ont raison. Donc c'est la structure économique de l'Italie. L'Italie est un pays transformateur.
est donc un pays transformateur et exportateur. Maintenant, il est devenu dans certains domaines même un pays qui fait des investissements. Mais traditionnellement, disons, la structure économique du pays, c'est un pays transformateur et exportateur. Et ça explique beaucoup de choses, pas seulement vers l'Algérie, mais vers plusieurs pays dans le monde. En plus, il y a là, disons, le scénario économique italien est composé par la petite et moyenne entreprise. C'est vrai qu'il y a des grandes entreprises comme Fiat Chrysler, comme Eni et tout ça, mais ça c'est un peu l'exception, si vous voulez. La plupart des entreprises italiennes sont des petites et moyennes entreprises. Et alors, la petite et moyenne entreprise doit être convaincue, doit être attirée avec des mécanismes pour pouvoir investir. Alors la question justement du club d'affaires que vous avez mentionné est exactement ça. On essaye de créer un contexte, une ambiance, disons, de confiance entre les petites et moyennes entreprises italiennes et les partenaires algériens pour entamer des conversations et pour commencer à créer des partenariats au niveau industriel. Donc il faut, parce que la petite et moyenne entreprise n'a pas les moyens, même les moyens de connaissance d'un marché pour commencer, disons, un partenariat industriel. A besoin d'être accompagné, a besoin d'être soutenu, a besoin d'être, disons, soutenu dans le processus de démarrage d'un partenariat. En fait, Monsieur Pasquale Ferrara, vous nous dites ce que vous nous dites là conforte un peu le point de vue de ceux qui sont contre le C-51-49. Ils sont nombreux dans le débat en Algérie, qui disent que c'est quelque chose auquel peuvent s'adapter les grands groupes multinationaux, parce qu'ils sont puissants et donc ils peuvent trouver des partenaires en Algérie. Souvent d'ailleurs, ce sont des partenaires souverains, Fonds national d'investissement ou une grande banque. Mais quand on s'adresse à un tissu de PME, les PME, notamment les PME italiennes, ont du mal à trouver des partenaires parce qu'elles n'ont pas cette capacité à démarcher, à s'approcher d'un marché. Donc vous êtes en partie plus victime que les autres du C-51-49. Votre tissu industriel est encore plus victime que les autres. Pas ça. En effet, on comprend très bien la raison de la règle 49-51. La souveraineté économique d'un pays est réellement quelque chose de très important. Mais j'ai vu, disons, dans les dernières années que cette règle a été un peu flexibilisée, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et nous avons, comme pays de l'Union européenne, un dialogue avec le gouvernement algérien. Et notre position est très claire. On respecte la règle 49-51. C'est pas ça qui va, disons, décourager l'investissement. Peut-être on pourrait la flexibiliser pour protéger les secteurs réellement stratégiques d'un pays, c'est-à-dire l'énergie, la communication, le transport. Ce sont réellement les réseaux stratégiques d'un pays qu'il faut préserver. Mais quand il s'agit de créer, par exemple, une petite entreprise binationale pour le recyclage des déchets urbains, on n'a pas besoin peut-être de la règle 49-51. Donc, mais je crois qu'on commence les choses commencent à bouger dans cette direction. On l'espère. Enfin, nous, on a un sentiment que c'est une ligne rouge du président de la République algérienne de rester sur le C-51-49. C'est pour ça qu'on rencontre souvent des ministres algériens et même parfois jusqu'à des premiers ministres qui disent la même chose sur cette règle de C-51-49, mais elle n'a pas bougé pendant toutes ces dernières années. C'est curieux. Alors, quels sont les secteurs où les entreprises italiennes peuvent venir faire de l'industrie et investir en Algérie? On a vu la filière de l'assemblage automobile. Comme Fiat n'était pas très présent avec un gros marché, donc ils n'ont pas engagé ça. C'est un peu dommage parce que Fiat était le premier à avoir un projet industriel en Algérie. On espère toujours que cette grande marque vienne s'installer en Algérie. Pourquoi pas? Bizarrement, c'est le seul partenariat qui s'est mis en place, que l'on connaît, j'imagine qu'il y en a d'autres, c'est dans la production militaire et on n'est pas sûr qu'il débouche. C'est Leonardo Finmeccanica qui devait produire et assembler en Algérie en réalité des hélicoptères de guerre de marque italienne. Où en est le projet, Monsieur Ferrara? Alors, non, je dois vous corriger un peu parce que pour ce qui est de la présence de Fiat, on vient de rencontrer le ministre de l'Industrie il y a 2 jours avec une grande délégation de Fiat Chrysler. Ils ont l'intention de s'installer en Algérie. Ils ont présenté un projet
un projet qui, on espère, va être finalisé dans les prochains mois. Et pas seulement, disons, Fiat comme production, disons, d'automobiles, mais en même temps, tous les secteurs qui travaillent avec la sous-traitance. La sous-traitance. Par exemple, on a parlé d'une entreprise qui s'appelle Magneti Marelli, qui fait les batteries et tout ça. Fiat Chrysler est en train de présenter un paquet global pour s'installer ici en Algérie. Donc j'espère, bien entendu, ce sont des entreprises qui doivent considérer tous les éléments qui sont là, mais je crois qu'il y a de bonnes perspectives pour le retour, disons, de Fiat en Algérie. Excellent. Si vous devez me corriger comme ça à chaque fois, ça c'est une grande nouvelle. Non, c'est bien, c'est une très très grande nouvelle. Alors, on va pas passer à l'hélicoptère dans ce cas-là parce que Fiat c'est important. Je voulais vous poser quand même une question parce que c'est une information, on ne l'avait pas. Je crois même que c'est la première fois où ça sort, si je ne me trompe pas. Oui, il y a. J'ai vu ça nulle part. C'est très récent. Il y a 2 jours qu'on a rencontré le ministre de l'Industrie, donc on travaille sur ça. Excellent, excellent. Il y a un cahier des charges qui risque de changer sur l'assemblage et peut-être que ça va faire un point de problème parce que le cahier des charges va être de ce que nous savons nous en tant que journalistes spécialisés, c'est que on va demander quand même plus aux constructeurs étrangers, faire plus de choses en Algérie. Il est même question peut-être que on oblige le constructeur étranger à faire l'atelier d'emboutissage, c'est-à-dire utiliser la tôle produite en Algérie et lui donner la forme de l'automobile ici en Algérie. Donc un taux d'intégration qui est déjà dès le départ un peu plus élevé que c'est pas très difficile que ce qu'il y a ici. Est-ce que vous redoutez pas que Fiat reparte parce que ça va être plus difficile que prévu? Alors, je vous dis que on a parlé de ça avec le ministre de l'Industrie et il y a 2 jours. Il a dit justement, on est en train de réviser les cahiers de charges pour favoriser, disons, le taux d'intégration au niveau de la production locale. Mais il a ajouté en même temps une chose qui est vraiment très bien. Il a dit, on va lancer une consultation même avec les producteurs, pour faire un cahier des charges qui soit un cahier des charges, disons, qui marche, un cahier des charges acceptable, raisonnable. Bien entendu, le but est augmenter le taux d'intégration, mais on va parler de ça avec les producteurs, parce qu'on peut pas, disons, décider tout seul dans un coin. Tout seul, une chose comme ça. Donc il y a des éléments techniques même qu'il faut prendre en considération. Donc je suis très optimiste sur ça. L'autre chose est que Fiat vient ici avec un modèle le modèle industriel qu'il a déjà développé en Turquie. C'est une des modèles industriels les plus avancés de la Méditerranée. Et donc, ils sont réellement cette fois prêts à s'installer en Algérie de façon stable. Après, bien entendu, on doit voir qu'est-ce qui se passe avec les conversations qui sont en cours, mais ils ont l'intention d'être présents ici. Excellent, excellent. Donc, on peut se permettre de prendre du retard sur le projet hélicoptère si Fiat vient. Oui, le projet d'hélicoptère, c'est un projet, c'est pas un projet d'assemblage, c'est un projet industriel quand même. Et c'est un projet industriel qui vise même à prendre en considération la possibilité d'exporter vers d'autres pays africains. Donc, c'est une chose très importante. Nous pensons, il y a un contenu technologique très élevé et surtout, il y a un contenu de formation très élevé. Moi, ce que je dis toujours à toute entreprise italienne qui vient ici, il faut mettre dans les paquets, parce que ça, c'est la façon de s'installer dans un pays de façon stable, mettre un très fort contenu de formation. Et dans la formation, nous sommes réellement leaders. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, la première poste des exportations italiennes dans le monde entier, et même en Algérie, c'est pas la mode, c'est pas la nourriture, ce sont les machines industrielles. Oui, ça, on le savons. Donc, ça, c'est quelque chose très important. Notamment dans parfois, quelqu'un oublie. Non, on le souvent. Sait. On le sait, non, vous êtes un expert, donc. Bien sûr. Alors, justement, ça m'amène à poser la question, quels sont les autres domaines où on peut espérer des investissements directs? L'agro-industriel, par exemple.
parce que je dois vous corriger même là, parce que bien sûr, si c'est pour annoncer de bonnes nouvelles, corrigez-moi. Il y a déjà un projet dans le secteur de la viande. Le grand groupe italien Cremonini, qui c'est un leader mondial, qui s'est installé ici en Algérie au niveau de Boumerdès, pour la transformation de la viande. Ils sont en train d'élargir leur activité dans des autres domaines, même le même secteur, bien entendu, en Algérie. Et donc, c'est quelque chose de très important. C'est un success story. Parce qu'ils sont venus ici, ils ont eu beaucoup de soutien, et maintenant, réellement, ils veulent développer de plus en plus cette activité. Donc, l'agro-industriel, je crois, c'est réellement quelque chose de très important. L'autre secteur, c'est le tourisme et les renouvelables. Pour le tourisme, il y a des entreprises italiennes qui sont déjà engagées dans la construction des hôtels. Il faudrait bien entendu comprendre si demain il y aura un plan un peu plus articulé, disons, pour attirer des touristes étrangers en Algérie, parce que c'est pas seulement la construction de l'hôtel, bien entendu, c'est le fait des paquets touristique qui fait la différence. Et dans le secteur des renouvelables, il y a beaucoup d'intérêt par plusieurs entreprises italiennes. Même l'ENI, il a fait un projet à Hassim Saoud. Il y a un projet pilote, si vous voulez, dans le domaine des renouvelables photovoltaïques très avancé. Il y a des autres entreprises comme Enel Green Power, qui est un leader mondial dans le secteur des renouvelables. Même aux États-Unis, ils ont un rôle très, très important. Ils sont venus ici en Algérie, ils sont très intéressés à ces projets d'énergie renouvelable. On peut imaginer, Excellence, que ces entreprises sont intéressées notamment par le prochain appel d'offres. On attend qu'il soit lancé par le secteur de l'énergie pour la production de 4 gigawatts d'électricité solaire. Absolument. Et donc ils sont attentifs. Ils sont très attentifs, ils vont participer, ils vont faire leurs propositions, leurs offres. Après, la meilleure offre va gagner. Donc. Okay. Alors, puisqu'on évoque le secteur de l'énergie, l'autre élément de la colonne vertébrale du flux de commerce, évidemment, du côté des exportations algériennes, c'est le gaz algérien. Il y a eu quelques tensions sur la disponibilité de l'offre du gaz ces derniers mois. Ça s'est rentré dans l'ordre, mais on sait que les volumes ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Vous redoutez pas une tension particulière de ce côté-là? Non, je ne crois pas que l'ENI a une relation très directe, très fluide avec Sonatrach. Donc, s'il y a des problèmes de temps en temps, tous les mécanismes sont là pour régler les différentes questions. Je crois comme c'est très connu le fait que la consommation interne en Algérie est en train d'augmenter. Et je crois qu'un des buts, disons, de déramer un projet sur l'énergie renouvelable et de libérer, disons, plus de quantité de gaz pour l'exportation. Et donc, c'est un projet qui a réellement un projet stratégique très important. Mais la relation, disons, au niveau énergétique entre l'ENI et Sonatrach en particulier, une relation qui vient de longtemps, donc c'est pas une improvisation qu'on fait chaque fois. Donc il y a une conversation, il y a une coopération structurée entre les entreprises, et je crois que ça va continuer dans la même direction. Excellence, on va continuer à évoquer les questions qui peuvent créer une tension. On approche de la fin de cette émission. L'Italie est un pays démocratique, la justice est indépendante. Il y a eu cette enquête de tribunal de Milan sur les pots de vin versés par Saipem à l'international. Il se trouve que Sonatrach était impliqué, et il y a eu un grand scandale en Algérie qui a précarisé le statut de Chakib Khalil, dont le nom a été impliqué, le ministre de l'énergie pendant de longues années en Algérie. Est-ce que cette affaire peut encore dans l'avenir, parce qu'on sait que tout n'a pas été encore réglé, il y a des intermédiaires qui sont encore en fuite, Farid Bejaoui notamment, qui a perçu les versements de Saipem. Est-ce que vous redoutez pas qu'il y ait un rebondissement, je sais pas le mot qu'il faut, qui fasse que M. Chakib Khalil soit impliqué définitivement et de manière directe, et que cela provoque une tension entre Rome et Alger, tant que M. Bouteflika est aux affaires? Alors, je suis l'ambassadeur d'Italie et je peux parler des choses qui se passent en Italie. En Italie, la justice est en train de faire sérieusement son travail sur cette question.
Et en Algérie, ce que je peux dire, que comme vous l'avez dit, la justice est indépendante, donc fait son cours. Ce que je peux dire est que l'entreprise italienne qui a été disons concernée de cette question, c'est l'entreprise Saipem, une entreprise qui était totalement renouvelée. Il y a une nouvelle direction qui fait de la transparence et de l'accountability des éléments fondamentaux de sa séparation à l'étranger. Et d'ailleurs, il s'agit d'une entreprise qui travaille dans le monde entier, donc c'est pas seulement l'Algérie. Et donc, ils sont les premiers intéressés à mettre un peu d'ordre s'il y a eu des fautes au niveau, disons, des responsabilités italiennes. Les Algériens n'ont jamais très bien compris pourquoi ils étaient intéressés à mettre de l'ordre. C'est parce qu'il y a ce processus de rétrocommission. Il y a une partie des pots de vin qui peuvent revenir en Italie. C'est surtout cela que la justice italienne essaie disons, il s'agit d'un procès qui est toujours ouvert. Donc, je peux pas faire des commentaires sur des choses qui sont de compétence de la magistrature italienne. Vous entendez ça. Mais ce que je peux dire est que la justice italienne a pris la chose de façon l'a pris très sérieusement. Donc, il est en train de faire son travail de façon très sérieuse. Alors, l'autre sujet qui peut, je suis pas tout à fait sûr que ce soit du même niveau d'importance parce que c'est dans le cas de M. Chekepri, il s'agit d'un ministre de la République. Il s'agit de l'investissement du groupe Cevital à Piombino. Il semblerait qu'il y a un retard sur le plan d'investissement de ce groupe qui a pris une plateforme sidérurgique avec un terminal, avec une spécialisation dans les aciers rares. Et le plan d'investissement n'est pas respecté. Les syndicalistes sur place expriment une protestation régulièrement. Le maire de Piombino s'associe à cette protestation. Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le groupe Cevital qui fait défaut ou est-ce que c'est un business plan qui ne s'est pas confirmé? Non, bon, je suis pas un expert de cette question, mais ce que je peux dire, que c'est pas une question du groupe algérien, c'est le secteur de la sidérurgie qui est très compliqué aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a un intérêt en Italie, bien entendu, de maintenir le même niveau d'occupation qu'il avait avant, disons, de la crise de l'établissement là-bas. Et nous parlons de plus de 2000 emplois. Et donc, nous parlons de familles, nous parlons de situations sociales très compliquées. Et c'est pour ça, disons, que les autorités, et même le maire, vous avez mentionné le maire de Piombino, est engagé. C'est pas pour mettre en question l'investissement. C'est pour souligner la nécessité que chaque investissement doit être même soucieux des conséquences sociales. Je crois que M. Rebrab est très conscient de ça. J'ai eu moi-même l'occasion de lui parler, pas seulement sur cette question, mais en général sur la politique d'investissement du groupe. En Italie, ils sont très conscients de ces éléments. Il y a eu un problème au niveau de respecter le business plan, mais c'est pas parce que le business plan n'est pas très développé, bien au contraire. Le business plan est là, c'est justement la recherche de financement pour mettre en place tout ça. Il y a eu des délais au niveau des banques italiennes. Donc, mais je crois que tout ça est un processus qui est en cours. Je suis au courant du fait qu'il y a des conversations directes avec le ministre du commerce et de l'industrie italienne, avec le groupe Rebrab, et donc je crois que Monsieur Pasquale Ferrara, de ce que vous dites, je comprends que les banquiers italiens sont moins optimistes que Monsieur Rebrab sur la viabilité de cet investissement. Non, les banques italiennes sont pas des banques. Les banques italiennes sont pas des banques, des grandes banques. Ce sont des petits. Ça nous a sauvés même de la crise de 2008. Exactement, disons, la taille des banques italiennes n'est pas énorme. Et donc, quand on met en place, disons, un projet, un business plan qui dépasse le milliard de dollars d'investissement, oui. Les banques italiennes donc sont pas nécessairement très prêts à prendre des risques. Justement, c'est pas en relation, disons, au business plan qui a été présenté, mais pour la taille des banques italiennes. Et donc, mais je crois qu'ils sont en train de. Donc, vous restez, vous, par contre, optimiste sur le déroulement de la poursuite de cet investissement?
Bon, dans le monde économique, il n'y a pas d'optimisme et de pessimisme, mais il y a la bonne volonté d'un côté qui n'est pas en question. Le marché de l'acier s'est redressé. Il y a la situation du marché et le business plan qui doit être un business plan qui marche. Excellence, on va terminer sur l'Italie et la Méditerranée. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Vous êtes quelque part un peu proche des think tanks et vous-même vous avez contribué de manière académique à ces questions-là à travers votre parcours. Vous n'êtes pas un diplomate classique. Vous réfléchissez beaucoup. Je dis pas que les autres diplomates ne réfléchissent pas. Est-ce que vous trouvez que l'Italie était restée un peu en retrait dans le processus de Barcelone? Justement, Barcelone, Espagne, nous, vu d'Algérie, vu de la rive sud Méditerranée, on l'a aussi perçu un peu comme ça. Le rôle de l'Italie dans la construction de l'espace méditerranéen. Bon, je dirais pas ça. Disons, l'Italie a un rôle très spécial dans la Méditerranée, je crois, parce que nous sommes très exposés du point de vue, disons, de la sécurité nationale, mais même du point de vue de la projection économique. On a parlé d'économie jusqu'à présent, c'est pas seulement vers l'Algérie, mais même vers les autres pays. Je crois que nous sommes dans une situation dans laquelle c'est pas un seul pays qui peut, disons, faire la différence dans la Méditerranée. Maintenant, dans la Méditerranée, il y a une problématique de sécurité, mais il y a même quelque chose qu'on oublie souvent. Et on n'a pas réussi jusqu'à présent à lancer un véritable processus d'intégration dans le sud de la Méditerranée. Donc, même les relations des pays de la rivière sud, disons, de la Méditerranée avec l'Union européenne est parfois une relation bilatérale. Je crois que le moment est venu pour commencer à penser, au-delà des situations de crise comme la Libye et tout ça, penser vers le futur et quelles sont les perspectives d'intégration économique réelle entre les pays de la Méditerranée et surtout les pays de l'Afrique du Nord. On peut pas continuer, disons, à aborder les questions de façon bilatérale nationale. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, un monde qui pose beaucoup de défis à chaque pays, et donc la dimension de l'intégration régionale est très importante, je crois. De ce point de vue-là, s'il y avait un progrès sur la construction de l'UMA, ça serait une bonne nouvelle. Oui, voilà. Ici, il y a des possibilités. Il y a l'Union du Maghreb arabe, par exemple, qui pour plusieurs raisons bien connues n'a pas marché, mais ça reste quand même un cadre important. L'UPM, vous pensez que c'est quelque chose qui peut encore être relancé? L'Union pour la Méditerranée, qui est secrétariat basé à Barcelone? Oui, l'EPM a eu le grand avantage de mettre sur la table l'idée que pour avancer, disons, dans la relation entre l'Europe et les autres pays de la Méditerranée, il faut lancer des projets concrets. Donc, on a parlé de l'énergie photovoltaïque. Par exemple, il y a le grand projet photovoltaïque dans le contexte de l'Union pour la Méditerranée. Donc, ça a été réellement une bonne idée, pas de parler, disons, de politique en général, mais de mettre en place des projets. L'Union pour la Méditerranée n'a pas marché, pas pour manque de volonté des deux côtés, disons, de la Méditerranée, mais parce que les conditions politiques, disons, de la Méditerranée ont été très difficiles dans les dernières années. Du moment où l'initiative a été lancée, si vous voyez maintenant, on a vu la crise en Libye, le Daesh, il y a plusieurs situations compliquées. La première situation qui a télescopé l'UPM, c'était la question de Reza en 2008, l'opération Plan Durci, qui a, dès la naissance de l'UPM, plombé l'atmosphère, c'est le cas de le dire. Ouais, ça c'est... Voilà. Mais je crois que le cadre est là, et le jour va venir où ça va être très utile, je crois, pour tout le monde. Il faut être confiant pour l'Italie, pour le rôle que joue l'Italie en Europe. Vous êtes moins exposé peut-être à la montée des populismes. Vous êtes confiant par rapport à... Non, les populismes, la démocratie n'est jamais un acquis. Donc il faut toujours lutter. On le sait bien en Italie. Il faut toujours lutter, s'engager pour la démocratie. Il y a des forces qui essayent de prendre avantage des situations de crise qu'il y a partout, la crise économique, la crise sociale, la crise migratoire et tout ça,
pour affirmer, disons, des narrations politiques qui sont des narrations politiques exclusives, disons. Je crois que la politique doit être inclusive, bien au contraire, et doit trouver des solutions pour les questions qui nous avons en face, qui sont très compliquées. Et donc, dans cette perspective, je suis optimiste. Je crois qu'on a besoin de plus en plus de leaders, de leadership. Parfois, on voit beaucoup de followship. Suivre l'opinion, mais il faut même prendre la responsabilité pour être des guides politiques. Être des guides politiques signifie prendre des responsabilités et prendre même les risques électoraux. Mais sinon, on ne sort pas, disons, de cercle vicieux des populismes et de la démagogie. Je me permets de citer un exemple dans ce que vous dites. Monsieur Emmanuel Macron, pendant sa campagne, est venu à Alger dire que l'expérience coloniale était un crime contre l'humanité. C'était un vrai risque électoral qui n'allait pas dans le sens de son opinion et ça l'a pas empêché de gagner. Un seul mot. Chapeau. Merci beaucoup, Monsieur Ferrara. Merci, Excellence ambassadeur d'Italie à Alger. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.